Mes amis, bien le bonsoir. Quelques certitudes aujourd'hui au sujet du Air India 171, ce Dreamliner Boeing 787 qui s'est écrasé au décollage d'Ahmedabad. Il se rendait à EGLK, Gatwick, près de Londres. 230 passagers à bord, 12 membres d'équipage, 242 personnes. Bilan quasi total, il semblerait qu'il y ait eu un survivant, mais c'est quelque chose qui sera à valider dans les prochains jours. Donc, aujourd'hui, j'aimerais arriver avec un certain nombre de points qu'on va valider, parce que quand j'ai fait la première vidéo, on parlait de probablement, je disais probablement que. Hier, c'était vraisemblablement que. Aujourd'hui, on a quelques éléments qu'on peut asseoir, n'est-ce pas, qu'on peut écrire pratiquement sur de la pierre avec des éléments tangibles. Juste une parenthèse philosophique. Dans les vidéos de ce canal et aussi dans mes livres, j'utilise pas la méthode cartésienne comme certains l'ont suggéré dans les commentaires. Je ne suis pas cartésien du tout. Au contraire, je pense que dans un accident d'avion ou une situation complexe comme un tel événement, la méthode cartésienne peut mener droit au mur, n'est-ce pas? Comme beaucoup, par exemple, de journaux et d'analystes sont partis au mur. J'utilise une méthode qui est plus proche de la philosophie de John Locke, David Hume. On est plutôt dans une philosophie empiriste. Juste pour une citation, je ne pourrais pas développer plus parce que ce n'est pas le but du canal, mais John Locke a dit il faut élever son niveau de conviction au niveau des preuves disponibles, n'est-ce pas? Là où, dans une approche cartésienne, ça sera plutôt on prend une évidence, quelque chose qu'on va postuler de manière axiomatique, une évidence qui est tellement élégante, qui frappe tellement l'esprit, qu'elle a l'air vraie, n'est-ce pas? Comme par exemple, ils ont oublié les volets, n'est-ce pas? Et à partir de là, n'est-ce pas, une fois qu'elle est formulée de manière élégante, elle devient vraie et on va vouloir la démontrer par tous les moyens. Et ça, c'est la méthode cartésienne et malheureusement, je ne la trouve pas appropriée à ce genre d'événement, n'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelques points de détail ultra importants. Premièrement, on a trouvé les ailes. Donc, il y a une aile, on voit bien l'immatriculation de l'avion dessus. Elle est brûlée, n'est-ce pas? Il y a des traces d'incendie dessus parce que l'avion décollait avec beaucoup de carburant et on a vu les flammes remonter et tout, donc il y a eu un très très grand incendie. Maintenant, si on regarde la configuration des volets, des becs de bord d'attaque du 787, on réalise que sur l'aile, ils sont sortis. N'est-ce pas? Ça ment pas. Et ce n'est pas des choses qui peuvent sortir ou se rétracter suite à un choc. Leur mécanisme est assez irréversible. Donc, si vous regardez l'aile, vous voyez que les volets sont sortis. Combien? Moi, je vois 5. Quelqu'un peut dire je vois 15. Possiblement, voilà. Mais les volets étaient sortis, clairement. Donc là, on a quand même une certitude à ce stade par rapport à ça. Autre chose, il y a une photo qui a été partagée par les médias, une photo où on voit des secouristes et des gens en train de récupérer les miettes de l'avion et tout ça. Et en fait, il y a un détail. Il y a un détail ultra frappant et je remercie, c'est un ami mécanicien qualifié sur 787 qui a attiré mon attention sur ce détail. Je vais vous le montrer, je vais vous montrer la photo et j'aimerais que vous voyez quelque chose dans cette photo-là. Il y a un clapet qui est ouvert. Ce clapet, il est ouvert par un mécanisme qui ne va pas s'ouvrir suite à un choc ni se refermer suite à un choc. C'est encore une fois un mécanisme qui n'accepte pas de la réversibilité. Ça signifie soit il est animé par un système qui tourne, soit il va pas bouger. Et ce clapet, c'est quoi? C'est le clapet de l'APU. Ça veut dire quoi? Au décollage, on a une APU qui est éteinte. Et ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, quand on regarde les restes de l'avion, on voit que le clapet, le flap de l'APU est ouvert. Pourquoi? C'est que celui-ci nous prouve que l'APU a entamé sa séquence d'autostart. L'APU a commencé à démarrer, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que la première chose, alors l'APU, je remercie un ami qui est capitaine sur 787,
L'APU met 1 minute et 40 secondes à arriver en ligne. Une fois qu'on appuie sur le bouton pour la démarrer ou qu'elle commence sa séquence d'auto-start, elle met 1 minute 40. Donc en réalité, cette APU a commencé à démarrer, mais effectivement, vu que le vol a duré moins de 30 secondes, elle ne s'est jamais complètement allumée, elle n'est jamais venue en ligne. Mais le fait que ce clapet soit retrouvé en position ouverte prouve qu'elle avait commencé sa séquence d'auto-start. L'une des raisons pour laquelle elle a commencé l'auto-start, c'est que c'était au premier moteur qui est tombé en panne. Donc il y a un moteur qui tombe en panne, tac, elle part en auto-start. Parce que c'est un avion très gourmand d'électricité et on part du principe que s'il y a un moteur qui tombe en panne, c'est que bon voilà, on va commencer à tirer un peu trop sur l'autre et on va devoir prendre de l'énergie sur l'APU. Donc on va démarrer l'APU qui fournit de l'énergie électrique effectivement. Donc il y a ça. Bien entendu, suite au bruit de la vidéo d'hier, on sait que la rate est sortie. D'ailleurs, un message dans l'intérêt des familles, la rate, quand elle sort très brutalement. Elle est mue par un ressort, elle fait face au vent relatif, elle sort avec une certaine violence. Elle a une hélice c'est comme une lame, elle a des bords tranchants. Donc effectivement, on peut, potentiellement, si on est en train de visiter un avion, si on est en train de faire la grande visite d'un avion, tourner autour, on peut se prendre la rate et ça peut faire ultra mal, ça peut blesser, ça peut même tuer parce que c'est quelque chose qui sort avec une certaine violence. Une fois qu'elle sort, elle n'est plus rétractable, en vol en tout cas. Il n'y a plus moyen de la ramener en vol. Donc, ces éléments maintenant commencent à nous dessiner une situation maintenant très particulière. C'est que on a une panne de deux moteurs, l'un puis l'autre. D'accord ? Premier moteur tombe en panne, l'autre va tout de suite suivre. Alors, finalement, il ne reste que deux options. On a beau tourner le problème dans tous les sens, il ne reste que deux options, deux voies. La première, panne d'un premier moteur et quelqu'un dans le cockpit se précipite et va éteindre dans son sens le moteur qui est tombé en panne et il éteint le bon moteur. Donc ça donne panne moteur, quelques secondes plus tard, clac, et là c'est le bon moteur qui est éteint. Et l'avion n'a plus aucun moteur qui tourne. Ceci, la première panne était rapprochée avec ce que je vous ai dit dans la deuxième vidéo hier, où il semblerait qu'un des moteurs de cet avion-là en particulier a donné quelques signes d'inquiétude il y a peu de temps. D'accord ? Il a donné quelques signes d'inquiétude, mais finalement, bon, il a été accepté, retourné en ligne, et il est tombé en panne. Donc, maintenant, l'autre option, alors pour arrêter le moteur, juste pour vous montrer, je vais vous montrer une image prise sur 787, l'ami qui me l'a envoyé, bon, il était en train de lire un de mes livres, c'est pas une pub cachée ou autre, mais bon, il était en train de lire un de mes livres que vous allez voir sur la photo, et vous allez voir ces deux boutons, ces deux gros boutons, c'est ce qui contrôle l'arrivée de carburant en fait, et donc quelqu'un a pris l'un des switches, clac, et il a arrêté le mauvais moteur. Ça s'est déjà vu. Ça s'est vu, par exemple, rappelez-vous cette compagnie taïwanaise, n'est-ce pas, où ils avaient arrêté le mauvais moteur. Ils ont eu un moteur à hélice qui est tombé en panne, c'est un ATR. Et puis les gars, ils arrêtent le deuxième moteur, et puis ils partent. Ils partent après vers le sol et malheureusement, ils vont s'écraser. Donc c'est quelque chose qui a été déjà vu. Ce n'est pas inusité, même si quelque part on se dit, c'est un peu trop tôt. Ça signifie, ok, on a pas de moteur, d'accord, on n'a pas de moteur. On va déjà arriver à 400 pieds, on va rentrer le train d'atterrissage, on va planir la trajectoire, n'est-ce pas? Et puis après, on va commencer à réfléchir. Le moteur est tombé en panne, lequel, on va l'arrêter. Or, la séquence de panne des deux moteurs semble un peu trop rapide pour cela. À moins qu'on accepte, on a un avion qui s'est écrasé, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé normalement, qu'elle soit technique ou humaine. Donc, à moins qu'on accepte qu'il y a une panne moteur et littéralement l'un des pilotes, le temps de compter mentalement jusqu'à 3, il va directement sur le robinet du moteur et puis clac, il l'arrête et il dit « Oups, on l'a arrêté de mauvais ». C'est possible humainement parlant, n'est-ce pas? Mais
on a quand même du mal, on a une résistance hein, quand on entend cette version-là, et instinctivement, bien sûr, c'est notre côté orthodoxe un petit peu qui va se dire c'est pas possible. Oui, mais sauf qu'il y a eu un crash quand même. Hein, ça, on est obligé inéluctablement d'arriver au crash, quoi qu'on fasse. L'autre option, c'est les pilotes n'ont rien fait de mauvais, n'ont rien fait de faux, n'ont fait aucune erreur. Ils ont mis les gaz, décollage, vario positif, gear up, clac, ils montent le truc. On a le vérin, je vous montre l'image, le vérin de train d'atterrissage, qui va tilter le train d'atterrissage. Donc ils sont tiltés de 12 degrés vers l'arrière, ils vont tilter de 12 degrés vers l'avant, donc 24 degrés, on va faire un petit mouvement de 24 degrés, clac, et à ce moment-là, coupure complète d'hydraulique. Ça veut dire que le deuxième moteur venait tomber en panne. Ça signifie, on peut dire ça comme ça, regarde. On peut dire que on décolle, n'est-ce pas? On décolle avec potentiellement moteur en panne, peut-être après V1, n'est-ce pas? Vitesse de décision plutôt. Vitesse de décision, moteur qui tombe en panne, on accélère, on décolle quand même, gear up, clac, deuxième moteur qui part. Ça signifie, on est en train de parler littéralement de 5-10 secondes de la panne des deux moteurs. Alors, je disais, il pivote les trains d'atterrissage, on arrête là. Deuxième moteur s'arrête. La rate sort. La rate, je vais vous montrer le circuit hydraulique de la rate parce qu'hier, je vous ai dit, je n'aurai ma main coupée, qu'elle ne permet pas de faire rentrer le train d'atterrissage. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer que je garde ma main parce que si vous regardez dans le circuit hydraulique, dans le schéma, il y a, alors elle alimente le circuit C et ce circuit, effectivement, peut faire entrer le train d'atterrissage, sauf que il y a une valve à sens unique, une valve de non-retour qui pointe vers la rate. Ça signifie la pression qui vient de la rate ira vers les flight control, les commandes de vol en priorité, et cette valve l'empêche d'aller vers le train d'atterrissage parce qu'il n'est pas considéré comme une priorité. En tout cas, la rentrée de celui-ci ne peut pas être considérée comme une priorité en des circonstances pareilles. Donc, le train d'atterrissage ne peut pas rentrer par la rate. La rate, on entend le bruit, n'est-ce pas? Et donc, on a notre avion qui commence à revenir vers le sol. Les deux moteurs, dans ce deuxième scénario, se sont arrêtés d'eux-mêmes. Les pilotes n'ont rien fait de faux. Les pilotes ont subi. Ils ont accéléré, ils ont décollé, bam, premier moteur qui tombe en panne, d'accord, boum, deuxième moteur qui tombe en panne, on va au sol. C'est possible. Rappelez-vous, je vous en ai parlé il y a très peu de temps d'ailleurs, sur ce canal, le 777 de British Airways, c'est des moteurs Rolls-Royce. Le British Airways, 777, les deux échangeurs étaient gelés, il n'y avait pas de bypass dessus parce qu'on n'a pas jugé utile de le faire, bam, hein, l'avion s'est ramassé. Heureusement, il n'y a pas eu de mort, tout ça, mais ça aurait été un avion qui est en train de faire une approche sur un terrain un peu plus différent de Heathrow, n'est-ce pas, où il y avait la chance d'avoir un dégagement, un terrain vague et tout, ça aurait pu extrêmement mal se terminer. Donc, je ne peux pas exclure, dans l'absolu, que les deux moteurs soient arrêtés en séquence l'un après l'autre, comme ça. Et qu'on dira plus tard, oui, il y a une condition très rare, sur un bug logiciel, tout ça, un truc, un choix. D'autant plus, j'aimerais vous dire un truc. Cet avion, 787, est l'un des premiers qui a été fabriqué. Ça signifie qu'il est ancien, il date de 2011. Il date de l'époque de la sortie du 787, du Dreamliner. Donc, généralement, d'ailleurs, vous pouvez l'observer chez Air France, par exemple, une compagnie française, vous remarquez que les avions qui sont en tout début de série, hein, comme les voitures d'ailleurs, ils sont généralement pas les meilleurs. Parce que parfois, il y a des choix qui ont été faits, qui par la suite, en exploitation, on se dit ouais, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Et par la suite, on améliore. Mais on ne va pas rétrofiter sur les premiers de série. Hein. Et comme ça, les compagnies qui achètent les tout premiers qui sortent, hein, généralement, c'est un petit peu galère. Hein. Si j'avais ma compagnie, honnêtement, je t'assure que si l'avion ne vole pas au moins 10 ans, je ne signe pas. Hein. C'est ça, je pense que c'est quelque chose à garder dans le... Donc, il y a ça, soit problème de motorisation, soit potentiellement problème de carburant. Un problème de carburant, tu sais, quand il y a un accident d'avion, qu'il soit de ligne ou même un accident d'un avion d'aéroclub, hein, il décolle, boum, l'hélice s'arrête, il tombe. Toujours, premier réflexe des enquêteurs, c'est aller mettre sous scellé le camion qui a livré le carburant. Si c'est un réservoir, ben, mettre sous scellé le réservoir, les documents, les tuyaux, tout ça, tout l'équipement,
est mis sous CD. Et après, il faut l'analyser parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'il y a de commun entre les deux moteurs? Qu'est-ce qu'il y a de commun, hein? Et je vais dire, ils sont indépendants, redondants, tout ça. Bon, malgré tout, le 777, le vol British Airways 38, bon, il s'est ramassé malgré la redondance que je viens de te citer. Mais, si on regarde au sujet de ces moteurs, s'il y a quelque chose de commun entre eux, c'est bien le carburant. Donc, s'il a pris du carburant frelaté, contaminé avec de l'eau, avec n'importe quoi d'autre, je sais pas, il faut voir s'il y avait de la maintenance dans l'aéroport, s'il y avait installé des tubes, s'il y avait... Tu peux pas savoir. Il peut se retrouver avec du carburant qui est, on va dire, de mauvaise qualité, n'est-ce pas, hein, pour parler gentiment. À partir de là, bon, bah, tu peux avoir le morflage que tu as vu. Hein. Ça signifie les pilotes n'ont strictement rien fait, moteur 1, 2 qui s'arrêtent l'un après l'autre. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Tu me diras, il y a d'autres avions qui ont décollé avant, ils n'ont pas eu ce problème. Bon, les sensibilités varient. Hein. C'est d'un avion à l'autre, tu peux pas savoir. Hein. C'est arrivé, il y a, dans ce canal, il y a un cas où c'est un Airbus, je crois, qui est passé, mais à ça du drame. Je veux dire, il y avait de l'eau, ils ont pompé de l'eau, de l'antigel, des trucs paracomptables dans le carburant. Bah, il était le seul à avoir morflé, quoi. Les autres l'ont pas. Je veux dire, des fois, il suffit d'un peu, quoi. Voilà. Donc, on va voir dans le futur. Moi, personnellement, s'il y a s'il y a des informations nouvelles, je reviens, bien entendu. C'est le but de ce canal, c'est un canal spécialisé en aviation. Donc, s'il y a de nouvelles choses, je reviens. S'il n'y a pas de nouvelles choses, ben, on ne parlera plus de cette histoire jusqu'à la sortie du rapport final ou la sortie d'une information absolument capitale. En tout cas, mes amis, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici. Je suis allé oublier, sponsor de ce canal. Vous savez, Aldostérone Aviation, tu ne veux pas te faire sponsoriser par une compagnie aérienne. Hein. Tu vois mal une compagnie venir sponsoriser le contenu ci-joint, quoi. Donc, sponsor de ce canal, Keylus, ils font de l'accompagnement professionnel. Ils font décoller les carrières, hein, sans mauvais jeu de mots. C'est la Rolls, littéralement, du coaching professionnel. Ils lisent mes livres, ils regardent mes vidéos. Je les connais très bien, ils me connaissent très bien. Et je leur ai envoyé beaucoup de monde et tout le monde était content. Dans certains cas, pour ceux qui habitent en France, dans certains cas, la formation peut être entièrement, la prise en charge, le coaching, la formation, tout ce qu'ils font, peut être prise en charge par France Travail. En tout cas, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici. Merci pour votre soutien, vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à ce canal. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. À très bientôt.